juristes et non-juristes, bienvenue sur Lex Radio, le podcast juridique qui éclaire votre quotidien. Nous sommes ravis de vous présenter un nouvel épisode de notre chronique sur le droit des enfants, animé par Arnaud de Saint-Rémy, avocat au barreau de Rouen. Aujourd'hui, nous abordons le plan 2023-2027 contre les violences faites aux enfants. En France, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle toutes les 3 minutes. De plus, un enfant meurt tous les 5 jours au sein de la sphère familiale. Que vous soyez parent, professionnel ou simple citoyen, cette chronique est faite pour vous. À vos écouteurs. Une interview menée par Aurélie Elbaz. Donc, tu voulais démarrer par quelques chiffres concernant le plan 2023-2027 ou 2024-2027. Peux-tu illustrer donc avec des chiffres ce plan, en quoi ça consiste? Alors, le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, qui a été présenté à l'occasion du comité interministériel à l'enfance en novembre 2023, est un plan sur plusieurs années, sur 4 ans. Ce n'est pas la première fois que ce plan est lancé, et il s'explique par des chiffres liés aux violences dont les enfants sont victimes, et qui restent malgré tout à fait inquiétants, et malgré les initiatives qui ont été prises à l'occasion des différents plans précédents. En matière de violence physique, il est couramment admis que chaque semaine, un enfant meurt sous le coup de ses parents. 16% des violences intrafamiliales non conjugales en plus en 2021 par rapport à 2020. Le 119, qui est un numéro bien connu pour signaler les violences physiques faites aux enfants, a traité en 2022 plus de 40 000 situations, et 24% des Français de plus de 18 ans estiment avoir été victimes de maltraitances physiques graves. Et tout cela, c'est à mettre également en parallèle à d'autres types de violences, notamment les violences sexuelles. La Civise avait indiqué que chaque année, 160 000 enfants étaient victimes de violences sexuelles, qu'en 2021, 13% des femmes et 5,5% des hommes disaient avoir subi des violences durant leur enfance. Ça concerne également les violences dans le milieu sportif. Un enfant sur 7 est victime de violences dans le sport, dans le milieu scolaire et évidemment sur les réseaux sociaux. Donc en réalité, les violences faites aux enfants prennent des aspects extrêmement variés. Le plan de lutte contre les violences qui a été présenté par la Première ministre Elisabeth Borne en 2023 et qui a été repris par Gabriel Attal en 2024, est un plan qui est composé de 22 actions qui sont censées poursuivre 6 grands objectifs. Protéger les enfants, promouvoir les actions de bientraitantes, prévenir le passage à l'acte et la récidive, améliorer la prise en charge des enfants victimes, soutenir aussi les parents, les sensibiliser, les mobiliser également, mais également sensibiliser et mobiliser la société civile. Sans oublier, 5e point, d'outiller les professionnels. Et puis 6e point, que l'on n'abordera peut-être pas aujourd'hui, mais qui est quand même assez intéressant, c'est de développer les données et les connaissances pour améliorer la prévention des violences et la protection des enfants, parce que, bien évidemment, c'est par des observatoires comme l'Observatoire national de la protection de l'enfance que l'on peut avoir des données chiffrées sur l'importance du phénomène. Il y a dans ce plan 2 points particuliers aussi qu'il faut signaler, puisqu'il y a des dispositions qui concernent les enfants en situation de handicap, et puis les enfants qui résident dans les territoires ultramarins. Voilà, donc c'est un plan qui est extrêmement ambitieux, comme je le disais, qui est censé partir de 2023 ou 2024 jusqu'en 2027, et qui manifeste un certain nombre de dispositions en termes de mesures spécifiques pour lutter contre les différents types de violences.
Et aussi, un point qui me paraît être important à avoir à l'esprit, ce que l'on appelle les violences éducatives ordinaires, les VEO, qui, comme chacun le sait, a donné lieu à une loi le 10 juillet 2019, qui a été adoptée par le Parlement à l'unanimité et qui tend à introduire dans l'article 317-1 du Code civil un alinéa qui dit que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. C'est la Parce question que de la fessée c'est des ça, parents. c'est une loi qui a été surnommée la loi anti-fessée, C'est ça. de manière un petit peu, j'allais dire caricaturale, parce que Oui, en bien fait, sûr. les violences éducatives ordinaires, elles peuvent prendre toutes sortes de formes. Ça peut être des formes verbales, des moqueries, des propos humiliants, des cris, tout simplement, des injures, un comportement agressif à l'égard des enfants, des violences psychologiques, des menaces, des sentiments de culpabilisation, de l'état de santé physique, Humiliation, de bien leur sûr. origine, etc. Hein. Et puis, bien sûr, les violences physiques que sont les fessées, les gifles, les pincements, les pichenettes, les secousses, les manières d'attraper violemment les gens. Et ça, voilà, c'est cette loi anti-fessée qui a été introduite en juillet 2019 pour permettre enfin à la France de se mettre à niveau des autres pays, notamment respectueux de la Convention internationale des droits de l'enfant de 1989. Il faut savoir que la France a été le 56e pays à bannir les châtiments corporels exercés sur les enfants par leurs parents, c'est-à-dire 37 ans après la Suède. On n'est pas les meilleurs élèves de la classe, j'allais dire, parce que il a fallu qu'il y ait un certain nombre de rappels, notamment du défenseur des droits, du comité des Nations Unies, pour rappeler à quel point les violences éducatives ordinaires pouvaient être très redoutables Ouais. pour les enfants dans leur développement. Et les neurosciences montrent que le cerveau d'un enfant conserve des émotions très très jeunes, très très jeunes, et les études, souvent des études américaines ou québécoises, ont montré que lorsqu'il y avait un climat de violence, lorsqu'il y avait des actes de violence, eh bien, ces actes pouvaient malgré tout être non seulement particulièrement difficiles à vivre, de nature à reproduire ce type de comportement. Ça peut conduire à des échecs scolaires, à des difficultés d'apprentissage, des problèmes de santé, des retards psychomoteurs, voire même de la délinquance, des mauvaises relations avec les pères ou les parents. Et donc, véritablement, une souffrance personnelle extrêmement importante. Et autrefois, ça remonte peut-être au 19e siècle, où on considérait que le châtiment corporel, la fessée, pour ne pas la nommer, ou la claque, pouvait être admis parce que dans une espèce de commune opinion publique, on pensait qu'une bonne claque ne faisait jamais de mal, mais si, ça fait énormément de mal. Et enfin, la loi du 10 juillet 2019, pardon, a rappelé que cela n'était plus possible dans une société digne de ce nom. Mmh. On encourt des peines qui peuvent être importantes, puisque l'article 222-13 du Code pénal fait encourir des peines au minimum lorsqu'il n'y a pas d'incapacité de travail pour le mineur, de 3 ans d'emprisonnement et 35 000 euros d'amende. 45 000 euros d'amende. Et lorsque il y a une incapacité inférieure ou égale à 8 jours, les peines peuvent être portées jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, 75 000 euros d'amende. Ce qui veut donc Alors, dire que... oui, alors justement, comment ce plan prévoit-il d'améliorer les mécanismes de signalement et de prise en charge en cas de violence faite aux enfants?
Alors, il y a plusieurs mécanismes de Le sensibilisation. Tout signalement, d'abord, ouais. alors, il y a d'abord la sensibilisation. Bon, la Ouais. sensibilisation, c'est soutenir la parentalité. Et ce que je trouve intéressant, c'est pour ça que je voulais parler de la loi de 2019, parce que dans le plan, il y a une disposition numéro 14 qui prévoit d'inscrire dès 2024 la loi sur l'interdiction des violences éducatives ordinaires dans le carnet de santé ou le carnet de grossesse. C'est-à-dire que ce point qui pouvait ne pas être suffisamment porté à la connaissance des parents va l'être parce que ça va être intégré dans le carnet de santé ou le carnet de grossesse. Mmh. Il y a également des actions de prévention avec des entretiens prénataux. Il y a également une sensibilisation des parents à la protection des enfants au danger du numérique. Ça, c'est tout à fait intéressant. Il y a bien sûr les campagnes de lutte contre les violences et toute forme de violence. On se souvient notamment de la campagne de 2017 où l'axe de la campagne était les violences verbales. euh, et la campagne ça s'appelait Les mots qui font mal. Et puis la toute dernière, celle de septembre 2023, celle qui a été lancée en septembre 2023, elle concerne les violences sexuelles, puisque je l'ai dit aussi, bien sûr, les violences, elles peuvent concerner des agressions sexuelles de toute nature, que ce soit des attouchements, des atteintes sexuelles, et puis ça peut malheureusement aller jusque à des viols. Il y a évidemment des sensibilisations des plus jeunes dans les milieux scolaires. Et notamment, il y a dans le plan qui est proposé par le gouvernement un programme renforcé concernant ce qu'on a appelé le programme phare, qui est un programme ça veut dire protocole de prise en charge des situations de harcèlement en collège et lycée, où à cette occasion-là, il y a une équipe pédagogique qui fait le focus auprès des jeunes sur ces situations de violence, ces situations de harcèlement. Et il y a également des élèves ambassadeurs qui peuvent aussi faire remonter comme des sentinelles des situations auprès des équipes pédagogiques, ce qui permet, là encore, les signalements. Mmh. Oui, Bien j'ai vu sûr, aussi enfin, il y a aussi des assos qui permettent de mettre en place des boîtes aux lettres dans les écoles. c'est ça. Voilà, hein, les enfants peuvent y déposer leurs messages de manière anonyme d'ailleurs. Et enfin, ça permet de signaler directement ou indirectement tout un tas de problèmes. Voilà. Ouais. Apparemment, c'est assez efficace dans les écoles dans lesquelles les boîtes aux lettres ont été mises en place. Mais Alors, voilà. ça tente à se développer. Toutes les écoles et tous les collèges ne l'ont pas. Ça Non. peut aller aussi dans dans les écoles de plus petite section. Mhm. Mais le plan fait le focus énormément aussi, c'est un des objectifs, améliorer la prise en charge des enfants victimes sur les UAPED, c'est-à-dire les unités d'accueil pédiatriques enfants en danger, Mhm. qui sont relativement nombreux dans les départements, mais qui n'existent pas dans tous les ressorts des tribunaux judiciaires. Là, le plan 2023 ou 24, 2027 tente à vouloir créer 63 unités d'accueil pédiatrique d'enfants en danger supplémentaires d'ici 2025 pour atteindre un objectif cible qui est une UAPED par tribunal judiciaire. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'un UAPED? Parce que tout le monde ne sait peut-être pas ce qu'est un UAPED. C'est une unité qui est souvent créée dans des structures médicales, psychologiques, sociales, pour permettre une évaluation médicale, psychologique, sociale, voire même environnementale du mineur, qui permet de prendre en charge l'enfant pour des soins et aussi des orientations vers une prise en charge
soit administrative, soit judiciaire, dans le cadre de l'assistance éducative. Donc il y a deux axes de prise en charge. Un parcours médico-judiciaire où les enfants accueillis sont accompagnés en vue même d'auditions filmées lorsque on voit qu'il y a des maltraitances sexuelles. On connaît la manière dont les enquêteurs doivent être formés. On a appelé ça le protocole Mélanie, mais il y a également le protocole NICHD, qui est un protocole d'origine anglo-saxonne, National Institute of Child Health and Human Development, qui a été créé de longue date pour que lorsque les enquêteurs procèdent à des auditions, il n'y ait pas de questions fermées, ce sont des questions ouvertes pour ne pas orienter les réponses de l'enfant, et donc biaiser les auditions qui peuvent conduire à des contresens, voire même à des influences qui sont particulièrement redoutables chez les plus petits, ceux qui ont entre 4 et 12 ans, dont on soupçonne qu'elles ont été victimes d'agressions sexuelles. Donc, dans les UAPED, il y a aussi cette possibilité de recueillir la parole de l'enfant. Et puis, pour certains enfants qui sont les plus vulnérables, eh bien, il faut les orienter vers une prise en charge, un retrait, le cas échéant, du milieu familial dans lequel ils ont été victimes. Et donc, ces UAPED, elles participent à la question du signalement et à la prise en charge, une meilleure prise en charge. Donc, plus d'UAPED, plus de formation à l'égard de ceux qui vont intervenir pour pouvoir détecter les situations de maltraitance physique ou sexuelle. Et effectivement, il y a un focus dans le plan 2023-2027 sur la formation des professionnels, parce que c'est un levier essentiel pour mieux protéger les enfants contre les violences. Et quel est le rôle des avocats et du système judiciaire dans la mise en œuvre efficace de ce plan et dans la protection des droits des enfants victimes de violences? Alors, c'est un rôle absolument fondamental, parce que l'enfant, par définition, il peut avoir des difficultés à pouvoir comprendre le système judiciaire qui va se mettre en œuvre à l'occasion de la détection de violences faites aux enfants. Donc, il faut les accompagner. Alors, bien sûr, il y a des éducateurs, des psychologues, des médecins qui peuvent intervenir, mais ils sont dans leur sphère et dans leur rôle médical, psychologique ou éducatif. L'avocat, lui, va accompagner l'enfant dans le cadre du processus judiciaire. Alors, soit c'est un processus de mise à l'abri, de mise à la protection dans le cadre d'une assistance éducative, soit c'est aussi l'occasion pour l'avocat d'intervenir pour la défense des intérêts civils de l'enfant lorsqu'il a été victime d'une maltraitance. L'avocat de l'enfant va, en toute indépendance, grâce au lien de confiance qu'il va créer avec l'enfant, pouvoir défendre ses intérêts, au mieux de ses intérêts, tout au long de ce parcours judiciaire qui peut être très long, qui peut parfois être assez court, mais qui peut être aussi très long. Donc le rôle de l'avocat, c'est à la fois de traduire ce qui va arriver à la suite de la révélation de cette maltraitance, de traduire en mots simples, compréhensibles et de manière la plus pédagogique possible les choses à l'enfant, mais dans un sens inverse, de pouvoir porter la parole de l'enfant. C'est indispensable lorsque il y a des enfants qui sont victimes, mais malheureusement, la loi n'a pas encore tout à fait prévu le caractère systématique de la présence de l'avocat, aux côtés de l'enfant en assistance éducative. Et ça, c'est une chose que nous souhaitons dans l'intérêt Vous voulez dire, par exemple, des permanences au sein des écoles ou d'une présence d'un avocat? Moi, j'imagine les choses comme ça, au même titre qu'il peut y avoir un infirmier, au même titre qu'il peut y avoir tout ça au sein de l'école. On pourrait très bien imaginer qu'une fois par semaine ou une fois par mois, il y ait la présence d'un avocat et les enfants
voilà, que les enfants puissent aller lui parler si besoin, parce qu'au final, il ne faut pas qu'il y ait d'autres interlocuteurs. Enfin, je me mets à la place d'un enfant, j'ai besoin d'être entendue, de défendre mes droits. J'ai envie de m'adresser directement à l'avocat. Évidemment, j'ai 8 ans, 9 ans, je ne vais pas l'appeler au téléphone. Absolument. C'est Vous toute la voyez? difficulté, en fait, pour l'enfant de pouvoir pousser la porte d'un cabinet d'avocat ou de décrocher son téléphone. C'est déjà compliqué pour un enfant qui est victime de faire le 119. Donc, faire le numéro de téléphone d'un avocat, c'est quasiment mission impossible. Sauf parfois lorsqu'il y a des grands frères, des grandes sœurs, Oui. des grands-parents ou même d'autres parents qui les accompagnent dans ce processus judiciaire pour défendre leurs droits. Bon. Mhm. Mais vous avez raison de dire que, et c'est une des revendications que nous portons dans la profession d'avocat au Conseil national des barreaux, c'est de permettre des permanences d'avocats dans les écoles, dans les collèges et dans les lycées, parce que ça existe effectivement pour le milieu médical avec l'infirmière scolaire ou le médecin scolaire. C'est ça. Ça marche. Il n'y en a Oui. peut-être pas assez, une fois encore, mais il y a des expériences et j'ai eu l'occasion, lors d'une récente rencontre avec le garde des Sceaux sous la casquette du Conseil national des barreaux, de lui faire part d'une expérimentation qui est actuellement en cours au barreau de Versailles avec le rectorat, qui permet d'organiser un partenariat entre le rectorat et le barreau pour qu'il y ait des actions de sensibilisation. Alors à l'occasion, par exemple, d'un sujet particulier, de l'organisation d'une visite du palais de justice, de l'organisation d'un festival du film judiciaire ou de la mise en place d'un procès fictif dans le lycée ou dans un collège. Là, les jeunes sont extrêmement friands parce qu'ils découvrent la sphère judiciaire. Et puis, ça, c'est dans la sensibilisation. Et puis, dans l'action de prévention, c'est ce que l'on évoquait à l'instant, c'est d'avoir la possibilité, en toute discrétion, d'aller rencontrer un avocat au sein même de l'établissement scolaire. C'est ça, en toute confidentialité. En toute confidentialité. Voilà. Voilà. Et donc, nous, ce que nous souhaitons également, et l'expérimentation, elle a commencé cette année et elle commence à rencontrer un vrai succès, c'est la présence systématique de l'avocat en assistance éducative. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un enfant qui est le sujet d'une mesure de protection en assistance éducative, il faut, quel que soit son âge ou son discernement, il puisse être assisté, représenté, défendu par un avocat qui va préparer l'audience, qui va intervenir à ses côtés en toute confiance pendant l'audience, et qui va débriefer ensuite, après l'audience, le temps nécessaire pour préparer l'audience prochaine, et au long cours se crée un lien de confiance qui va permettre à ce que les intérêts de l'enfant soient défendus. On confond parfois la protection des intérêts de l'enfant, ça c'est le rôle du juge, c'est-à-dire un rôle constitutionnel. Le juge assure la protection de l'enfant, mais celui qui assure la défense de l'enfant, eh bien, c'est l'avocat. Typiquement, il faut savoir que le Code de justice pénale des mineurs a confirmé le dispositif qui existait dans l'ordonnance de 1945 de la présence systématique d'un avocat aux côtés de l'enfant délinquant. C'est un droit fondamental que personne n'imaginerait remettre en cause. Eh bien, ce qui est possible en matière d'enfance délinquante, elle doit être également possible en matière de protection de l'enfance lorsque l'enfant est en danger. Voilà. Et donc là, cette expérimentation, elle se concrétise de plus en plus entre les barreaux et les juridictions qui sont pilotes dans ce domaine, et ça participe là aussi à l'objectif de protection de l'enfance qui est promu par le plan 2023-2027. Y a-t-il d'autres mesures spécifiques plan pour protéger les enfants contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles que vous aimeriez vraiment mettre au premier plan aujourd'hui?
Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est de découvrir qu'il existe beaucoup de plateformes de signalement de faits de pédocriminalité. On ne le sait pas toujours. On peut faire ces signalements. Il existe également des services téléphoniques d'orientation et de prévention. C'est euh, l'occasion d'organiser une audition publique sur le sujet des mineurs qui sont victimes d'atteintes notamment sexuelles. Il y a un dispositif aussi dans le plan 2023-2027 qui consiste à réviser le statut et les modalités d'exercice de l'administrateur ad hoc. Alors, l'administrateur ad hoc, pour faire bref, il faut savoir que c'est un statut que l'on accorde à une entité extérieure aux parents lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre l'enfant et les parents. Soit parce qu'il y a des parents qui ont été l'un et l'autre ou l'un ou l'autre maltraitants, physiquement ou sexuellement, ou lorsqu'il y a un parent qui fait défaut. Et donc, il faut que ces intérêts soient représentés. Et dans ces conditions, on désigne ce qu'on appelle un administrateur ad hoc, qui peut être soit le département, c'est souvent le président du conseil départemental qui est en charge de la protection de l'enfance, de l'aide sociale à l'enfance, soit le bâtonnier, qui peut également être administrateur ad hoc, et parfois aussi un certain nombre d'associations, voire parfois quelques personnes physiques qui se sont portés candidats et qui ont fait un dossier auprès d'une cour d'appel pour être reconnu administrateur ad hoc. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un statut qui est relativement ancien. Il n'y a pas véritablement de texte fondateur. Les textes sont un peu épars. Vous avez des dispositions dans le code de procédure civile, dans le code civil, dans le code de procédure pénale. Ce qui serait idéal, c'est qu'il y ait un code de l'enfance comme il y a un code de justice pénale des mineurs, mais c'est un travail sur lequel le gouvernement, j'imagine, va s'atteler, mais c'est un très gros travail. En attendant, je trouve très intéressant que dans le plan de lutte contre les violences faites aux enfants, il y a un objectif de réviser le statut et surtout, probablement également de revaloriser euh, les, euh, les rétributions aux administrateurs ad hoc, parce que malheureusement, il y a un certain nombre d'associations, voire d'institutions, qui renoncent à cette mission-là parce que la rétribution est totalement indigente, ça confine au sacerdoce, et donc il faudrait davantage se tourner vers une rétribution plus forte. D'accord. Euh, Et vous, enfin, vous êtes un avocat expert en droit des enfants. Est-ce que cette spécialité est très répandue pour le moment au sein des avocats ou, enfin, comment vous comptez vous déployer? Est-ce qu'il y a une association des avocats droit des enfants? Enfin, au final, comment en vivant à Bordeaux, à Nice, à Lille, comment on peut accéder à un avocat dont on connaît sa spécialité ou son expertise dans ce domaine-là? Alors, ce qui est heureux, c'est que effectivement, il y a quelques mois de cela, la mention de spécialisation avocat droit de l'enfant a été reconnue par le garde des Sceaux et nous lui en sommes extrêmement reconnaissants. C'est une demande qui avait été faite depuis de très nombreuses années. Cette mention de spécialisation a été reconnue. Euh, pour obtenir une mention de spécialisation, il faut justifier d'un certain nombre d'années de pratique. On passe un entretien devant un jury, et puis le jury donne la certification. Alors, ça commence effectivement à se déployer, mais il existe évidemment dans chacun des barreaux des groupes d'intervention pour les mineurs, alors soit sous forme associative, ça existe, effectivement, il y a des barreaux qui ont créé des associations, soit sous la forme d'un groupement entre les avocats sous l'égide du bâtonnier qui tient une liste d'avocats formés, euh,
qui n'ont pas forcément encore la mention de spécification, mais qui pourraient très bien l'obtenir s'ils la demandent, mais qui sont identifiés par le barreau comme étant susceptibles d'intervenir dans les permanences. Alors, spécialistes, il faut avoir la mention de spécialisation, mais enfin, qui sont dont les domaines d'intervention et dont la compétence est reconnue au niveau du barreau. Et comme il nous est autorisé de faire une publicité personnelle et fonctionnelle de nos activités, il arrive bien souvent qu'il y ait des avocats qui, sur leur site internet, voire leur carte de visite, viennent faire la mention de leur domaine d'intervention, ce qui permet de les identifier. Et puis, bien évidemment, lorsqu'ils sont formés, ils sont souvent désignés par le bâtonnier ou par des justiciables qu'ils ont connus au travers des affaires qu'ils ont défendues pour pouvoir intervenir aux côtés des enfants. Oui, alors je pensais également que il est vrai que, alors, pour revenir sur cette histoire de permanence, cela permettrait aussi finalement aux enfants, en dehors du cadre du spectre des violences, de harcèlement ou autre, d'avoir le réflexe pour la vie d'adulte à venir, d'être accompagné par un avocat tout au long finalement de sa vie. Pour défendre ses droits, aménager des projets et au final faire connaître l'avocat sous toutes ses facettes. Ce serait également une bonne chose, je pense. Au même titre qu'on va voir son docteur, eh bien, on aurait également le même réflexe tout au long de sa vie avec un projet d'entreprise, avec un projet, bon, il y a un milliard de projets, mais de mariage, de toutes ces choses-là, finalement d'aller consulter en amont son avocat, de lui faire confiance et d'avancer plus sereinement dans sa vie d'adulte. Je pense que ça peut être que bénéfique. Je ne saurais dire mieux, c'est exactement ce que je pense, C'est ça, hein. C'est tout à fait juste. Effectivement, il serait bon d'avoir le réflexe avocat parce que l'intérêt d'être aux côtés d'un avocat, c'est de bénéficier d'une confidentialité absolue, du secret professionnel qui se noue entre l'avocat et l'enfant ou l'avocat et le justiciable. Et donc on peut tout lui dire, l'avocat ne le répétera pas, Voilà. sauf bien sûr si c'est dans l'intérêt de la défense du justiciable et si c'est un mineur, bien évidemment, toujours avec son assentiment, jamais à l'encontre de son souhait, puisque cette relation de confiance, cette relation de secret est extrêmement précieuse. Et moi, effectivement, par expérience, il m'est arrivé bien souvent d'avoir accompagné des enfants victimes ou des enfants d'ailleurs auteurs d'infractions durant le temps de leur minorité, et puis parfois plus tard, lorsqu'ils sont devenus adultes, pour les conseiller, pour parfois malheureusement faire face à des drames de la vie qu'ils peuvent rencontrer. Et donc cette relation, en fait, elle est pérenne. Moi, je suis heureux de voir des enfants qui parfois ont été maltraités, qui s'en sortent. Malheureusement, c'est pas toujours le cas, mais en tout cas, ils savent qu'ils peuvent compter sur quelqu'un qui ne les jugeront jamais, qui ne feront que les accompagner, les conseiller et les défendre à l'occasion de leur rencontre avec la justice, qui est une machine parfois assez incompréhensible. Moi, je trouve très intéressant toutes les initiatives qui sont prises dans les écoles par les enseignants pour venir à la rencontre des avocats, notamment d'aller dans les prétoires. Vous voyez, par exemple, hier, j'étais à une audience correctionnelle et puis j'ai vu arriver une classe de lycéens qui étaient accompagnés par leur professeur et qui venaient assister à l'audience. En attendant mon tour, et bien évidemment, je suis allé à leur rencontre et ils étaient très contents qu'on ait un échange et ils étaient ravis de pouvoir rencontrer un avocat pour pouvoir répondre à leurs questions toutes basiques. Et c'est ça qui est intéressant, c'est cette rencontre. En fait, c'est la rencontre qui permet de pouvoir créer ce lien de confiance pour l'avenir. C'est ça, pour les enfants qui n'ont pas de papa ou maman avocat. Tout à Exactement. fait.
Écoutez, Arnaud, je vous remercie. Je te remercie plutôt pour cette interview. Est-ce que tu vois d'autres choses peut-être à ajouter que tu avais en tête avant que nous commencions, ou tu penses que nous avons fait un tour sur ce plan assez complet? Non, on a fait un tour assez complet. Je n'ai pas évoqué, on aurait pu le faire, parce que je l'ai évoqué sur les violences éducatives, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz du 18 avril 2024 qui rétablit ou réhabilite un droit de correction en s'inspirant d'une jurisprudence d'ailleurs de la Cour de cassation de 2014 qui est un peu inquiétant, puisque cet arrêt de la Cour d'appel de Metz avait reconnu aux parents le droit d'user d'une force mesurée et appropriée à l'attitude ou à l'âge de l'enfant. C'est-à-dire que lorsque il n'y a pas de dommage subi par l'enfant et que la violence reste proportionnée au manquement commis ou qu'elle ne présente pas de caractère humiliant, on pourrait user du droit de correction. C'est dommageable parce que c'est une remise en cause de la loi du 10 juillet 2019 et ça peut être assez inquiétant parce que ça peut conduire à des phénomènes qu'on l'évoquait tout à l'heure sur des violences verbales, psychologiques ou physiques, en disant oui mais bon j'ai usé de mon droit de correction. Là, la loi de 2019 avait quand même permis une avancée importante en rappelant que il était indispensable que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique et que l'important a été qu'il n'y ait pas d'atteinte à l'intégrité physique ou psychologique d'un enfant dans le cadre de son éducation. Donc là, c'est une jurisprudence peut-être un peu isolée. La Cour d'appel, l'arrêt de la Cour d'appel de Metz fait l'objet d'un pourvoi en cassation. Nous verrons bien si la Cour de cassation maintient la jurisprudence de 2014. Je ne le pense pas, mais revient au respect de la loi du 10 juillet 2019. Je le pense davantage. Nous l'espérons, en tout cas, le but n'étant pas de revenir à l'époque où les châtiments corporels, le bonnet d'âne et le martinet étaient autorisés. Une époque pas si lointaine finalement, puisque moi, mais de manière très personnelle, mes parents ont connu cette époque. Et il est vrai que c'est quelque chose qui les a marqués. Ça a été extrêmement traumatisant, d'autant plus que le droit a été donné aux enseignants de pratiquer ces châtiments et était donné par les parents eux-mêmes. Donc, on revient de loin. Revient de loin et en réalité, si cette jurisprudence, elle se voit confirmée, ce serait effectivement un retour en arrière. C'est ça. De plusieurs années en arrière, et ce serait un très très mauvais signe, à mon avis, pour le développement. Il faudrait presque que ce soit quelque chose qui soit inscrit à la Constitution. Quelque part, quelque chose de plus sacré. En réalité, oui, pourquoi pas, mais ce sont déjà les textes internationaux, puisque la Convention internationale bien sûr. Des droits de l'enfant le prévoit, de la même manière que la Charte des droits fondamentaux. Donc, ce sont des textes internationaux qui s'imposent aux législateurs, qui s'imposent théoriquement aussi aux juges dans le cadre des affaires qu'ils ont à traiter. Oui, mais on voit que ça reste quand même très subjectif dans l'interprétation et dans l'appréciation actuellement. Enfin, on n'est pas à l'abri de faire un parallèle. Effectivement, d'un retour en arrière. C'est ça. Ouais. Donc c'est pas, c'est quand même pas très rassurant pour la suite. Donc restons vigilants et voyons ce que va dire la Cour de cassation prochainement. Exactement. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau podcast consacré aux droits des enfants avec Arnaud de Saint-Rémy. Merci beaucoup Arnaud de Saint-Rémy pour ce podcast. Nous avons hâte de vous retrouver prochainement pour un nouveau podcast consacré aux droits des enfants.